Et dans 64 débats, c'est l'heure donc de parler de ces 183 milliards d'avoirs russes gelés à Bruxelles. Alors sont-ils intouchables? L'Europe veut en fait les utiliser en partie pour financer le soutien à l'Ukraine. Mais le problème, c'est que la Belgique refuse en l'état de libérer ses fonds sans de solides garanties. Le Premier ministre belge Bart De Wever n'a en tout cas toujours pas donné son accord à ce projet. Et ce, à la veille d'un sommet européen crucial à Bruxelles, précisément sur cette question des avoirs russes. Avec nous pour en parler, Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes enseignant en géostratégie à Sciences Po. Avec nous également Havard Halland en direct de la Norvège. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et vous avez proposé d'utiliser l'énorme fonds souverain de la Norvège, du Royaume, pour servir de garantie. On verra de quoi il s'agit. Et en direct de Bruxelles, Benoît Ludgen, député fédéral belge du parti francophone Les Engagés, centriste et social-libéral. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été député européen, ex-ministre. 183 milliards d'avoirs russes gelés en Belgique, donc on va voir ces chiffres. L'Union européenne veut utiliser ces avoirs en partie pour prêter 140 milliards d'euros à Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc ce ne sont pas moins de 183 milliards qui sont en attente pour aider l'armée ukrainienne notamment. Mais il y a un problème. Donc si cet argent est utilisé et que la Russie venait à intenter une action en justice et qu'elle l'emportait, eh bien ce serait à l'État belge de rembourser cette somme colossale, d'où les sueurs froides des autorités belges. Benoît Ludgen, la question elle est pour vous. La première, vous êtes très engagé dans le soutien à l'Ukraine. Vous êtes d'ailleurs allé à Kiev à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que vous êtes contre l'utilisation de ces avoirs en l'état? Merci d'abord de m'inviter pour expliquer la position de la Belgique. Nous sommes évidemment pour un soutien à l'Ukraine et pour dégager les montants nécessaires pour que l'Ukraine fonctionne tout simplement durant les 2 prochaines années. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, sur la façon dont la Commission européenne souhaite le faire, nous sommes opposés, ou en tout cas on met des conditions à cela. Vous l'avez très bien expliqué dans l'introduction. Le risque, c'est qu'un jour, un tribunal arbitral ne réclame ces montants à la Belgique, le cas échéant, ou à Euroclear, avec toutes les conséquences que ça aurait pour l'État belge. Donc la Belgique a mis des conditions de garantie sur la table pour que l'on puisse utiliser ces avoirs russes qui étaient jusqu'à présent gelés. La première condition, c'est effectivement qu'il y ait une garantie de remboursement du montant tel qu'il aurait été pris si jamais effectivement il devait y avoir un remboursement de ce montant. La deuxième condition, c'est également les coûts de dommages en tant que tel. Un tribunal arbitral pourrait effectivement estimer qu'il y a des dommages supplémentaires à payer. Et donc on demande là aussi la garantie, la solidarité européenne sur le risque de dommages. Et enfin, que toutes les institutions bancaires et financières qui détiennent des avoirs russes en Europe, il y en a notamment en France, on parle de 18 milliards d'euros, participent et contribuent également au même effort. Aujourd'hui, ces 3 conditions-là, elles ne sont pas réunies. La première est en partie accordée par les États membres, certains États membres. Ouais. Eh bien, mais pas les autres. Mais pas les autres. Restez avec nous, monsieur le député. Nicolas Tenzer, l'Ukraine rejette les préoccupations de la Belgique comme étant, je cite, sans fondement. Kiev argue que les risques invoqués ne sont pas crédibles et font écho à la propagande russe. Qui a raison, la Belgique ou l'Ukraine ? Écoutez, moi je comprends évidemment toutes les demandes de garantie de la part de la Belgique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. En revanche, je pense que le risque est quasiment nul, que sur le plan légal, il n'y aura aucune poursuite possible de la part de la Russie devant un tribunal international. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait par un certain nombre d'avoirs, qui ont déjà été gelés, qui ont déjà été saisis. Il y a déjà eu des paiements. Ouais. Alors il y a eu des cas, notamment par exemple pour l'Irak après la première guerre du Golfe, c'est-à-dire l'invasion du Koweït. Ça a été le cas pendant très longtemps pour l'ex-Yougoslavie, puis après Serbie et Monténégro. Ça a été le cas pour un certain nombre de biens mal acquis, comme on dit, d'un certain nombre de dictateurs. Ça a été le cas de plusieurs autres pays, notamment l'Iran, il ne faut pas l'oublier, et qu'on a même eu, vous savez, après la première guerre du Golfe, donc l'invasion du Koweït, il y a même eu des avoirs pétroliers irakiens qui ont été saisis pour payer des dommages de guerre au Koweït. En 1990. Voilà. C'est peu probable, mais c'est très peu probable. Et puis de toute manière, l'objectif, encore une fois, il y a quelque chose qui est, encore une fois, qui a été acté par le Conseil de l'Europe, et c'est essentiel, c'est que de toute manière, la Russie devra payer, et que même les avoirs gelés de la Banque centrale russe, je ne parle pas des avoirs des oligarques ou des personnes privées, soyons très bien, très clairs, c'est de l'État, la Fédération de Russie, que de toute manière, elle devra payer.
Parce qu'après une guerre d'agression et après les crimes de guerre contre l'humanité, de génocide commis par la Russie, des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées, les dommages de ce montant-là, j'allais dire d'une certaine manière, quand on regarde de loin, il y a quelque chose d'un tout petit peu dérisoire. C'est un peu dérisoire, je veux dire. L'immensité des crimes russes est telle qu'évoquer, je dirais, comme certains l'ont pu le faire, voilà, des considérations financières, je pense qu'aujourd'hui ça n'a Alors le mot génocide que vous avez utilisé, il n'est pas utilisé pour l'instant par les instances internationales. En plus, encore une fois, là je trouve que la formule qui a été proposée est extraordinairement prudente par rapport à d'autres formules que nous étions plusieurs à proposer il y a longtemps, c'est-à-dire une saisie directe. Là, il s'agit d'un gage sur des réparations futures et encore une fois, des garanties ont été données à la Belgique. Maintenant que les autres suivent, les autres détenteurs de fonds, je dirais, de la Banque centrale russe, il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, au Royaume-Uni, suivent le mouvement. Le Japon a déjà dit oui, le Royaume-Uni aussi. Et bien sûr, je pense que ça, c'est une condition tout à fait importante. Alors, ça pourrait paraître cocasse, mais il y a un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui propose ses services. Et si la solution venait de Norvège, il y a cette proposition qui fait son chemin. Une majorité des partis politiques norvégiens soutient désormais l'idée que le pays et son gigantesque fonds souverain puissent servir de garantie. C'est une piste qui a été lancée par deux économistes, Knut Antonmork et Havard Halland, qui est avec nous ce soir. Havard Halland, en quoi consiste votre proposition? Expliquez-nous. Merci pour m'inviter. Pour l'instant, on voit que certains pays de l'Union, très endettés, comme la France d'ailleurs, hésitent à offrir une garantie souveraine parce qu'ils ont peur de nouveaux engagements financiers que ça finisse par peser sur leur note de crédit et au bout du compte donc sur le coût de leur dette. Donc la Norvège, par contre, est dans une situation complètement différente. Elle a probablement la notation des crédits la plus forte au monde. Donc, triple A. Pardon ? Triple A, la note de la Norvège. Ouais. Oui, exactement. Et donc une capacité unique en Europe pour assumer un passif éventuel de cet ordre. Que ce soit seul ou que ce soit avec l'Union européenne, sans donc mettre en danger sa note de crédit. Mais c'est combien ce fonds souverain? On parle de 2 milliards de dollars, c'est 1700 milliards d'euros, ça vient principalement de l'industrie pétrolière. C'est là, effectivement, que se trouve, selon vous, la solution? Oui, c'est-à-dire pas directement dans le fonds souverain, sinon que à cause de ce fonds souverain, on a la notation de crédit extrêmement forte. D'accord. Donc la Norvège peut assumer comme je viens de dire, ce passif éventuel sans mettre en danger sa notation de crédit. Ouais. Et puis il faut ajouter que la Norvège a énormément profité de cette guerre. La flambée des prix qu'on se rappelle du gaz en 2022 à 2023 a apporté à la Norvège environ 109 milliards d'euros de recettes supplémentaires, dont la valeur actuelle tourne autour de 140 milliards d'euros, ce qui est un montant à peu près équivalent à la taille. Donc la Norvège, selon vous, effectivement, qui est bien placée pour venir donner un coup de main, si on peut le présenter ainsi, sauf que là encore, il n'en est pas question, dit le gouvernement norvégien, pas en l'état. Il ne veut pas être, la Norvège, la seule garante d'un prêt. On retourne à Bruxelles avec vous, Benoît Ludgen. Alors vous êtes pour ou contre la piste norvégienne ? C'est une piste qui doit être mise sur la table par l'Union européenne dans les contacts qu'elle a avec le gouvernement norvégien. Mais vous avez déjà donné la réponse. À partir du moment où le gouvernement norvégien refuse, ça me paraît compliqué. Je voudrais quand même ajouter un élément par rapport à ce qui a été dit. À partir du moment où votre invité dit OK, il n'y a pas de risque ou il y a très peu de risques. Donc il n'y a pas de risque d'amener les garanties non plus. On demande simplement aux autres États membres d'apporter les garanties sur à la fois les montants qui devraient être remboursés. Je sais que c'est très hypothétique, mais vu que c'est très hypothétique, il ne faut pas avoir peur d'apporter la solidarité à l'égard de la Belgique sur ces montants. Et deuxième élément, sur les dommages également. Et enfin, que toutes les institutions bancaires et financières en Europe, moi je ne parle pas du Japon ou des États-Unis, que toutes les institutions bancaires et financières sur le territoire européen qui détiennent effectivement des avoirs russes participent et contribuent de la même façon. Je l'ai dit, il y en a notamment en France. Et donc c'est normal dans une concurrence aussi la plus loyale possible entre les différentes institutions bancaires et financières qu'elles soient toutes mises à contribution de la même façon. Et vous en tout cas en Belgique, de faire porter l'ensemble de ce risque.
de ce risque sur Euroclear uniquement. Pourquoi? Parce que je peux... Non, attendez, je vais vous dire une chose importante. Aujourd'hui, d'après nos informations, certaines institutions bancaires mettent en avant le fait que venez chez nous. Chez nous, il n'y a pas de risque. On a des avoirs russes, c'est vrai, mais on ne vient pas nous demander de contribuer de quelque façon que ce soit. Donc, n'hésitez pas à nous confier vos montants. Et ce n'est pas acceptable dans la solidarité européenne. Elle doit être pleine et entière entre tous les États membres, à la fois sur les montants, à la fois sur les garanties et les risques de dommages, et à la fois aussi pour faire contribuer toutes les institutions financières et bancaires qui détiennent des avoirs russes. Et en tout cas, vous avez le soutien massif des Belges. 67% d'entre eux refusent de libérer ces fonds en l'état pour financer le soutien à l'Ukraine. Nicolas Tenzer, c'est une question éminemment économique, on le voit, de garantie, mais politique. J'aimerais vous lire ce que dit Vladimir Poutine. Bart De Wever, le Premier ministre belge. Moscou nous a fait savoir qu'en cas de saisie de ces avoirs, la Belgique et moi allions le sentir passer pour l'éternité. Voilà ce qu'a dit Bart De Wever, vous le voyez, à nos confrères de la Libre Belgique. Et la réponse un peu ironique de Bart De Wever, cela me semble une période assez longue, l'éternité. On le voit bien, cette question des avoirs, elle est dans le plan de paix américain. C'est une des questions cruciales. Selon vous, Vladimir Poutine, il s'est emparé de cet imbroglio? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, le Premier ministre belge, Bart De Wever, fait état apparemment de menaces personnelles. C'est-à-dire que c'est un chantage de la part de Moscou absolument inacceptable, qui ne m'étonne absolument pas de la part de Poutine, mais c'est comme ça, effectivement, qu'il agit. Et je pense que là, il faut être ferme, il faut être clair, c'est absolument intolérable, comme tout est intolérable chez Vladimir Poutine. Erdogan est plutôt un soutien de l'Ukraine, on le précise pas. Voilà, et donc là, encore une fois, je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose. Et je pense qu'il faut aussi, je dirais, moi je reçois tout le temps des menaces russes, soyons clairs. La plupart des dirigeants européens en reçoivent aussi. Et je pense qu'il faut résister et ne pas aller là-dedans. Deuxièmement, moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que nous, les autres pays européens, nous devions apporter toutes les garanties possibles et imaginables. Oui, ça, je pense que c'est tout à fait indispensable, y compris sur les dommages, et que s'il y a des fonds d'État, je dis bien d'État, je ne parle pas des fonds privés, mais des fonds d'État qui sont dans des banques, que ce soit en France ou ailleurs, bien sûr, ils doivent être saisis. Je suis là aussi entièrement d'accord. J'ai une image pour vous. Marine Le Pen, députée française RN, Andrej Babiš, Premier ministre tchèque, et Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie. C'était il y a quelques minutes tout à l'heure, à la veille de ce sommet, pour parler de quoi? Eh bien, pour parler de ces avoirs russes. Viktor Orban a pris la parole. Écoutez. Nous ne sommes pas stupides. Si vous voulez financer une guerre, vous devez la payer. Ici, les dirigeants ont créé une illusion, que vous avez d'ailleurs acceptée, selon laquelle il serait possible de financer la guerre et la reconstruction en Europe sans puiser dans les poches des citoyens européens, en se basant uniquement sur ce qu'on appelle les avoirs gelés, ce qui est une illusion. Vous allez payer pour cela, nous allons tous payer. C'est une mauvaise stratégie, une énorme erreur, et nous allons tous en payer le prix. Voilà, et c'est dans ce contexte donc qu'est prévu demain un vote à la majorité qualifiée, non pas à l'unanimité. Benoît Ludgen, député fédéral belge en direct de Bruxelles, c'est chaud pour la Belgique. Jusqu'où pourrait aller la Belgique? Porter plainte à la Cour européenne de justice, vraiment? On n'en est pas là pour le moment, donc on n'en est pas à ce stade. Il y a encore des négociations qui sont intenses et qui sont en cours. Merci à Nicolas Tenzer d'avoir précisé que les garanties que nous demandons, elles me semblent tout à fait légitimes, et elles montreraient aussi la force de la solidarité européenne. Je crois que c'est important aussi de pouvoir l'exprimer. Au-delà de l'aspect de la garantie financière, c'est aussi une question de signal qui serait donné par l'ensemble des États membres. Il ne faudra pas compter sur la Hongrie, on le sait déjà. Monsieur Orban, il a l'habitude. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? C'est d'essayer d'avoir un bout de gras dans tout ça. S'il y a un vote, à un moment donné, si son vote pouvait faire basculer une majorité qualifiée, ou le cas échéant, si on utilisait d'autres moyens, comme la Belgique d'ailleurs l'a préconisé, d'avoir des prêts conjoints, comme on l'a fait pour le Covid, pour pouvoir amener ces fonds pour l'Ukraine, puisque l'essentiel est bien là. C'est que nous devons, c'est pas un choix, c'est une obligation d'apporter ces fonds à l'Ukraine pour qu'elle puisse poursuivre ses activités, qu'elle puisse poursuivre tout simplement son combat face à la Russie. Et donc, la question n'est pas de ne pas arriver à une solution. Je pense qu'on y arrivera. Ouais. Au risque peut-être, Nicolas Tenzer, au risque de s'attirer les foudres de Donald Trump? Alors écoutez, moi, je pense qu'il y a deux choses. Un, je suis bien sûr entièrement d'accord, il y a un besoin urgent de financement pour les 2 ans. L'Ukraine a besoin de manière immédiate
pour les 2 ans qui viennent, mais il faut un engagement de 135 milliards d'euros pour financer d'abord son économie, le fonctionnement aussi des services publics, le financement de son armée. Et ça, c'est essentiel, parce que les Ukrainiens sont là en première ligne de front pour nous défendre tous. C'est notre guerre. C'est vraiment notre guerre. Et donc aujourd'hui, nous devons soutenir, et d'ailleurs nous devons faire beaucoup plus l'Ukraine en termes d'armement. Maintenant, encore une fois, le pseudo-plan de paix américain, c'est un plan russe. Il faut le savoir, qui demande non seulement effectivement une sorte de reddition totale de l'Ukraine, mais qui voudrait dire effectivement à terme une guerre beaucoup plus violente de la part de la Russie contre les pays européens. Donc les Européens, ils doivent s'émanciper des États-Unis, ils doivent s'émanciper totalement et dire écoutez, maintenant nous avons notre propre plan. On se moque complètement de savoir si M. Trump, en fait, M. Trump et M. Poutine, ils sont ensemble dans cette bagarre, si j'ose dire, sont d'accord ou pas. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. C'est un test décisif pour l'Europe. Et là-dessus, il n'y a pas de solution, si vous voulez, au milieu. Il n'y a pas de voie moyenne. Soit l'Ukraine gagne totalement cette guerre, reste souveraine, libre de ses choix, libre de ses alliances, et la Russie est défaite militairement, et ses troupes partent du territoire ukrainien, soit, au contraire, c'est la Russie qui, d'une manière ou d'une autre, gagne, met une sorte de président potiche à la place du président Zelensky, subjugue l'Ukraine, et là, c'est l'Europe qui viendra, je dirais, dans la foulée, des acquisitions russes. Et ça, c'est inacceptable. Et voilà, donc pour ce dossier des avoirs russes qui est donc, vous l'avez compris, loin d'être terminé. Demain, donc, sommet européen, Conseil européen jeudi et vendredi, avec cette question cruciale au cœur des discussions. Il y aura donc un vote. Merci beaucoup à Nicolas Tenzer, Benoît Ludgen, merci beaucoup. Et merci également à vous, Havard Alland, dont on aurait voulu vous entendre plus, cher économiste en Norvège, mais effectivement, la liaison était un peu difficile. Vous étiez en ligne, mais merci en tous les cas. On a très bien compris la volonté de certains partis politiques et économistes, donc, d'aider les Européens à résoudre cette crise. Merci, Nicolas Tenzer.